Bien, bonjour à toutes et à tous. Il est maintenant 10 heures. Je vous propose de commencer. Voilà, en attendant que les dernières personnes nous retrouvent, nous sommes actuellement 37 participants à cette matinale dédiée au programme OptiCourse, qui est un programme validé qui a trouvé naissance en région PACA. Et je vais co-animer cette matinale avec Madame Darmon, qui est directrice de recherche à l'INRAE. Merci beaucoup à Madame Darmon d'avoir accepté d'animer cette matinale. Voilà, je voulais vous souhaiter la bienvenue. D'une part, je pense que vous avez eu le temps de lire les quelques consignes qui vous ont été données en préambule. Voilà, donc n'hésitez pas si à tout moment vous avez des problèmes de son. Vous pouvez à tout moment quitter la réunion, y revenir en cliquant bien sur rejoindre l'audio. C'est important pour la suite. Au fil de cet événement, vous allez pouvoir nous écrire en utilisant le chat. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, en tout cas, nous préciser votre nom, votre fonction, le public que vous accompagnez éventuellement. Et puis, voilà, vous pouvez tout à fait poser vos questions au fil de la présentation de Madame Darmon, sachant que cette matinale sera bien découpée en deux parties. Une première partie de présentation de la recherche interventionnelle réalisée par Madame Darmon, une présentation du programme OptiCourse, et puis dans un second temps, on aura 30 minutes de questions-réponses. Donc voilà, nous, ce qu'on fera avec ma collègue Ariel Piccinini, qui est référente territoriale de l'Ariège, avec qui j'ai le plaisir de co-animer cette matinale. Ariel va en tout cas m'aider à synthétiser vos questions et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible, tout en respectant le timing qui nous est donné. À savoir qu'à 11h30, vous êtes bien sûr libre de retrouver vos activités. Voilà. Donc, si jamais il y a des questions qui ne trouvent pas réponse parce que nous n'aurons pas le temps de les traiter, ne vous inquiétez pas. Nous mettrons sur le site internet du DRAPS et Guillaume pourra vous donner le lien dans quelques minutes. Le lien sera mis dans le chat. À chaque fois que je vais citer des éléments, des références, Guillaume, qui est notre super technicien sur cette matinale, pourra nous apporter toutes les précisions dans le chat. Merci à Guillaume. Voilà, donc je vais simplement, nous allons commencer cette matinale, comme je vous le disais, dédiée au programme OptiCourse, qui est un programme pour conjuguer nutrition et petit budget. Madame Darmon, qui a beaucoup travaillé sur la question, va s'efforcer de répondre à la question suivante. En quoi les contraintes économiques orientent-elles des choix qui sont plutôt défavorables pour la santé? Et donc, je veux simplement, avant de laisser la parole à Madame Darmon, vous remettre un petit peu dans le contexte, à savoir que cette matinale est organisée dans le cadre du DRAPS, dispositif régional d'appui en prévention et promotion de la santé sur la région Occitanie, qui est un dispositif de transfert de connaissances porté par l'IREPS et financé entièrement par l'ARS Occitanie. C'est un dispositif pour s'informer, donc qui produit un certain nombre de documents de courtage de connaissances, des guides pratiques, des bibliographies sélectives. Les matinales font partie du courtage de connaissances. Un dispositif pour se former, monter en compétences, et dans ces formations, vous retrouverez notamment des formations méthodo, en méthodologie de projet, mais pas que, des formations aussi sur des thématiques différentes. Et je vous propose aussi de consulter l'ensemble de l'offre de ces formations sur le site du DRAPS. Guillaume, si tu veux bien, nous mettra le petit lien vers l'ensemble des formations. N'hésitez pas à les consulter. Et c'est aussi un dispositif pour échanger dans le cadre des journées régionales d'échanges qui sont organisées tous les ans dans le cadre du DRAPS. Voilà. Les matinales, bien sûr, sont des événements clés pour mettre en lien les acteurs. Alors, on en convient tout à fait. Nous nous adaptons à ce contexte sanitaire qui est évidemment tout à fait inédit.
Voilà, donc on croise évidemment les doigts pour que ce format distanciel, qui est un format palliatif, hein, on en convient, ne dure pas en tout cas dans le temps et que, voilà, on espère très sincèrement pouvoir reprendre les matinales en présentiel à partir de l'automne 2020. Voilà, je voulais simplement présenter très rapidement l'instance régionale d'éducation et de promotion de la santé, à savoir l'IREPS Occitanie. Voilà, c'est une association de loi 1901 qui a pour mission d'apporter des conseils et appuis méthodaux aux porteurs de projets en promotion de la santé, qui a pour mission de contribuer aux politiques publiques et à l'animation territoriale. Simplement, je vous le rappelle, l'animation territoriale est réalisée par l'ensemble des référents territoriaux qui sont présents sur chacun des 13 départements occitans. Et sur l'Hérault et le Gard, le relais est pris par les CODES. Voilà. C'est une association qui développe bien entendu des formations pour faire monter en compétence les acteurs. Et c'est une association qui propose un accueil au centre de ressources et de documentation. Nous avons 2 centres de ressources, un à Toulouse et un à Carcassonne. Je vous propose de consulter aussi les infos pratiques qui vous seront transmises dans le chat. Merci à Guillaume pour toutes ces informations. Les matinales de la recherche sont évidemment des événements que l'on retrouve sur chacun des territoires. Ce sont des rencontres, des événements qui se veulent évidemment conviviaux, mais on est bien conscient encore une fois que le format distanciel va venir un petit peu interférer tout ça. Hein. Malgré tout, on essaye de s'adapter et de conserver le format d'échange. C'est aussi pour ça que l'on vous propose 30 minutes à la fin où on va pouvoir échanger tous ensemble. Voilà, l'objectif de ces matinales est bien de valoriser un programme validé, de passer au crible une recherche interventionnelle, quels sont les leviers, quels sont les obstacles que l'on peut rencontrer à une recherche interventionnelle en promotion de la santé, comment on s'y prend, quels sont les résultats d'une évaluation, quelles sont les conditions et les facteurs de transférabilité dans un autre contexte, par exemple. Voilà, donc vous aurez tout le loisir de poser vos questions à Madame Darmon en seconde partie. Donc, Madame Darmon, je vous le rappelle, qui est directrice de recherche à l'INRAE, qui est l'Institut national de recherche en agriculture pour l'alimentation et l'environnement. Donc, j'ai la chance d'être accompagnée par Ariel Piccinini, référente territoriale de l'antenne de l'Ariège. Et merci beaucoup à Ariel de s'être déplacée ce matin. Et le support technique, sans qui cette matinale ne pourrait pas avoir lieu, Monsieur Guillaume Reiss, qui est chargé de communication à l'IREPS Occitanie. Sans plus tarder, je vous propose de passer à la présentation de Madame Darmon. Voilà, sachez qu'on aura 1 heure pendant laquelle Madame Darmon va dérouler sa présentation. Donc, n'hésitez pas encore une fois, hein, si vous avez des questions, que ce soit des questions de compréhension ou des questions pratiques, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Nous allons pouvoir les synthétiser, les recenser avec l'aide d'Ariel et nous y répondrons en seconde partie. Voilà, je vous souhaite une très bonne matinale et je vous retrouve d'ici une petite heure. Merci à toutes et tous. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci Marie. Donc effectivement, je vais vous présenter les fondements. En fait, ma présentation sera en 3 temps. D'une part, les bases scientifiques du programme OptiCourse. Ensuite, une vue d'ensemble sur les principes d'OptiCourse, son contenu de façon très rapide, bien sûr, je ne peux pas rentrer dans les détails, et la validation. Et j'ai aussi ajouté quelques diapositives sur l'alimentation durable, parce qu'il se trouve aussi que je travaille depuis 10 ans sur l'alimentation durable, pour vous montrer que les principes d'OptiCourse sont en parfaite cohérence, enfin en très bonne cohérence avec les attentes de l'alimentation durable. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Non. Voilà, je confirme, Nicole, on voit bien votre écran. Parfait, C'est très parfait. bien.
Voilà, donc bon, il a fallu faire des choix. Je ne vais pas forcément tout dire pendant ce temps qui m'est imparti, qui est déjà important, et je vous en remercie beaucoup, Marie et l'IREPS. Donc voilà, je vais démarrer. Donc plutôt d'abord sur les bases scientifiques, avec cette diapositive très synthétique, peut-être un peu caricaturale, mais qui permet quand même de comprendre, de poser le problème, hein, et les bases du problème. Voilà, la nutrition joue un rôle majeur dans les inégalités sociales de santé. Pourquoi? En fait, pour une bonne prévention primaire des maladies chroniques, primaires ou secondaires d'ailleurs, il faut avoir une bonne diversité alimentaire, une bonne densité nutritionnelle de l'alimentation, c'est-à-dire que cette alimentation apporte tous les éléments protecteurs, vitamines, fibres, acides gras essentiels, etc., sans être trop chargée en nutriments à limiter, comme le sel, le gras et le sucre. Et puis, un bon contrôle du poids corporel qui va passer aussi par l'activité physique, bien sûr. Et malheureusement, ce qu'on voit dans les populations de faible statut socio-économique, c'est qu'on a une tendance, en fait, à avoir le contraire de ce qu'il faudrait. Une monotonie alimentaire plutôt qu'une diversité alimentaire, une faible densité nutritionnelle et au contraire une forte densité énergétique, c'est-à-dire que l'énergie est concentrée dans l'alimentation souvent, enfin plus concentrée, et apporte moins d'éléments protecteurs. Et puis donc un faible contrôle du poids corporel lié aussi à un manque d'activité physique et justement à la consommation de cette alimentation de trop forte densité énergétique. Alors je vous l'ai dit, tout ça est un peu caricatural, ce n'est pas forcément parce qu'on a un faible statut socio-économique qu'on va cumuler tous ces facteurs, mais malheureusement la tendance va quand même dans ce sens-là. Donc pour réduire les inégalités sociales de santé, eh bien, il va falloir réduire cet écart entre l'alimentation observée et celle qui est recommandée en ciblant les populations de faible statut socio-économique et, si possible, en agissant sur l'offre et sur la demande. C'est-à-dire, il ne s'agit pas seulement de toujours et toujours faire porter le poids des problèmes sur les épaules des mangeurs, mais aussi essayer de proposer un environnement alimentaire et une offre alimentaire qui facilite les choix plus sains. Alors encore sur un constat très très important, et vous remarquerez que cette diapositive date de 2012, je m'en excuse, mais en même temps je n'ai pas de résultats plus récents à vous proposer pour regarder quelle est la relation entre le revenu mensuel des foyers et la prévalence de l'obésité en France. C'est dommage, cette enquête OBEPI avait été répétée tous les 3 ans. Elle a été arrêtée et c'est bien dommage parce qu'elle donnait à la fois une idée de l'évolution de l'obésité en France, mais aussi des inégalités sociales d'obésité. Et là, vous voyez qu'il y a de très fortes inégalités sociales. On appelle ça le gradient social de l'obésité. Pourquoi gradient? Parce que c'est très graduel, effectivement. Plus on descend dans l'échelle des revenus, là, plus on va vers la gauche, avec ici les gens qui ont un plus faible revenu, plus la prévalence de l'obésité est importante, avec au moins de l'ordre d'une personne sur 4 dans les foyers les plus défavorisés qui est en situation d'obésité. Donc, quand on a une relation comme ça, de type gradient, en fait, ça n'est pas la preuve, mais c'est quand même assez… cela reflète et tend à indiquer qu'il existe une relation causale entre les deux variables qu'on étudie, à savoir le revenu ici et l'obésité. Donc, ça tend à laisser penser qu'il pourrait y avoir une relation causale entre le fait d'avoir des faibles revenus et le fait d'être à plus fort risque d'obésité. Alors justement, les bases de mes travaux de recherche sur la relation entre alimentation et précarité, et qui sont aussi les bases de l'étude OptiCourse, ont essayé de comprendre pourquoi il y avait cette relation entre obésité et statut socio-économique, et entre alimentation moins favorable à la santé et statut socio-économique. Le premier des éléments que je vous montre ici, c'est qu'il y a une relation très forte entre le revenu des foyers et les dépenses pour l'alimentation à domicile. Donc, vous avez les revenus des ménages en bas, avec les revenus les plus faibles indiqués toujours avec la flèche rouge
sur la gauche. Si vous regardez d'abord la courbe rose, vous voyez qu'assez logiquement, plus on a des revenus élevés, plus on va dépenser pour son alimentation. Ici, en euros par foyer et par jour, ça va aller de seulement 8 € pour l'ensemble du foyer par jour pour les plus pauvres jusqu'à 17,5 et évidemment peut-être plus encore pour des plus riches. Et si vous regardez la courbe orange, en fait, elle est comme un miroir. En fait, c'est une courbe en miroir de la courbe rose. Et cette courbe vous montre le pourcentage des dépenses alimentaires dans les dépenses totales, c'est-à-dire la part dans les dépenses totales consacrées à l'alimentation. Et vous voyez que là, cette courbe, elle évolue en sens opposé. C'est-à-dire que plus on est pauvre, plus la part de nos dépenses totales va être importante pour l'alimentation. Donc, en fait, quand on est dans cette situation d'être dans des faibles revenus et faibles statuts socio-économiques, on va avoir une double contrainte budgétaire sur l'alimentation. La première, c'est qu'on a peu d'argent à consacrer à son alimentation en valeur absolue. Et la deuxième, c'est que ce peu d'argent pèse lourd dans le budget total. Et cela est très probablement une des raisons, pas la seule, mais une des raisons pour laquelle on observe des déséquilibres alimentaires plus fréquents dans les populations défavorisées. Ici, je vous montre un résultat que nous avons obtenu à partir de l'enquête INCa sur les consommations alimentaires de la population française. Là, les gens sont répartis en fonction de leur réponse à une question qui identifiait les situations d'insécurité alimentaire. Donc ici, c'est IA, ça veut dire les gens en insécurité alimentaire. Et le reste de l'échantillon n'était pas en insécurité alimentaire, donc c'est SA pour sécurité alimentaire, et ils ont été découpés en 4 en fonction de leurs revenus. Donc SA1 était ceux qui avaient le plus faible revenu, SA4 ceux qui avaient le plus fort revenu et ne présentaient pas d'insécurité alimentaire pour tout cela. Ce que vous voyez qui est frappant tout de suite, c'est que ce sont les fruits et les légumes, la consommation de fruits et légumes, qui est la plus impactée, la plus corrélée à la fois au revenu et à la caractéristique d'être en insécurité alimentaire ou pas. Donc, les gens qui sont en insécurité alimentaire, ils ont en général aussi un plus faible revenu, même si ce n'est pas forcément le plus faible, parce que dans les revenus, il peut y avoir d'autres charges. Enfin, je ne vais peut-être pas rentrer dans ce détail-là, mais vous voyez qu'en tout cas, c'est eux qui sont dans la situation la plus défavorable vis-à-vis de leur alimentation, puisqu'ils ont à la fois une consommation de fruits et légumes plus faible que les autres, mais aussi des consommations de produits sucrés plus élevées que les autres, et des consommations de produits laitiers un peu plus faibles, la viande, le poisson et les œufs étant également un peu plus faibles, mais bon, globalement, il n'y a pas trop de différence sur la viande, le poisson et les œufs en fonction de ces caractéristiques. Ce que vous voyez aussi, c'est que la consommation de féculents a tendance à augmenter quand le revenu diminue, si vous voyez la courbe jaune jusqu'ici. Et ça, c'est une constante qui est très connue dans la littérature, même internationale. Plus on est pauvre, plus les féculents vont constituer une part importante de l'alimentation. Malheureusement, il s'agit de féculents raffinés, des pâtes, de la semoule, du riz blanc. Et donc, même si c'est moins grave que de manger des biscuits et des boissons sucrées, ça n'apporte pas suffisamment de vitamines et de minéraux. Et dans le cas des gens qui sont en insécurité alimentaire, ils ont cette augmentation des féculents, mais en plus, ils ont donc cette augmentation des produits sucrés. Et donc là, ils ont encore une charge plus importante du fait que les produits sucrés et gras sont vraiment de qualité nutritionnelle insuffisante. Alors là encore, on peut se demander pourquoi quand même on a ça. Donc ça peut expliquer l'obésité, ok, puisqu'on a une alimentation moins favorable à la santé. Mais pourquoi finalement, quand on a un petit budget, on va avoir plus ce type de pattern alimentaire? Et donc, une des hypothèses que j'avais formulées quand j'ai commencé à travailler sur cette question, c'est qu'effectivement, les contraintes économiques pourraient jouer un rôle important. Donc, je vais vous développer, je n'ai pas des tonnes de temps, mais je vais vous donner les éléments principaux
de cette réflexion. N'en déduisez pas que je pense ou que je voudrais faire passer le message qu'il n'y a que les contraintes économiques qui jouent. Simplement, moi, j'ai travaillé sur les contraintes économiques, donc je vais vous montrer rapidement les résultats les plus importants. Donc voilà, ça fait beaucoup de recherches, beaucoup de publications dont j'ai mis un échantillon ici de celles qui étaient les plus marquantes pour travailler sur cette relation entre sur l'impact en fait des contraintes budgétaires sur les choix alimentaires. J'ai fait appel à la fois à des méthodes d'épidémiologie nutritionnelle, donc en partant d'études d'observation, et puis aussi à des études de modélisation pour tenter de modéliser, de simuler les choix qui seraient induits par un renforcement des contraintes budgétaires. Et on voit que quand on fait ce type de simulation, de modélisation, en fait, on se rend compte qu'effectivement, plus on renforce les contraintes budgétaires, plus on va tendre à favoriser des choix défavorables à la santé. Voici un exemple typique de ce type d'approche, ce type de résultat. Donc ici, vous allez commencer à regarder les choses par la droite, donc ce n'est pas très classique. Vous avez ici quelques caractéristiques nutritionnelles de la ration des Français, du Français moyen. Cette ration coûte à peu près 5,5 € par jour. Quand on regarde les choses hors gaspillage et en prenant comme si chacun achetait ses aliments au prix moyen. Et donc, dans cette ration moyenne qui est à gauche, qui est marquée avec les petits carrés, on a des teneurs tout à fait satisfaisantes en vitamine C, des teneurs en lipides qui sont à peu près convenables aussi, et une densité énergétique, donc cette concentration de l'énergie dans l'alimentation qui est escalée, mais enfin, cela reflète l'alimentation des Français moyens. Et ce que je vous montre ici, quand on va suivre la flèche qui est là et qu'on va aller de la droite vers la gauche, en fait, ce sont les résultats de paniers modélisés de façon à diminuer le coût des rations. Donc, en fait, je suis partie de la ration moyenne des Français qui est ici et j'ai demandé à mon modèle de me calculer, de me proposer des paniers qui ressemblent le plus possible à ce panier moyen, mais pour un budget de plus en plus faible. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le système va, entre guillemets, spontanément diminuer les teneurs en vitamines, la vitamine C étant un exemple, mais en fait, toutes les autres vitamines, minéraux suivent cette tendance de baisse, augmenter les teneurs en lipides et vous voyez de façon très, très, très importante, augmenter la densité énergétique. Donc, c'est très théorique, mais c'est très démonstratif en même temps. C'est-à-dire que vraiment, si nos choix n'étaient guidés que par des contraintes de coût, eh bien, en fait, nous aurions des choix alimentaires qui nous conduiraient vers des rations de très forte densité énergétique. Or, on sait que lorsque l'énergie est concentrée dans l'alimentation, cela induit le risque de manger plus que ce dont on a besoin et donc de mener à du surpoids et d'obésité. Et cela induit aussi une baisse de la densité nutritionnelle et donc cela expose à un risque de pathologie chronique. Donc la recherche montre que les contraintes budgétaires orientent vers des choix défavorables à la santé. Et l'étape d'après, c'était de savoir à nouveau pourquoi. On est toujours à se demander le pourquoi du pourquoi en recherche. C'est ça qui nous caractérise. Et là, l'hypothèse, c'était que ce serait peut-être dû à la structure des prix alimentaires. Donc là encore, une série de recherches dont je vous mets ici un petit échantillon. Au passage, pour ces recherches, il a fallu développer des indicateurs de qualité de l'alimentation et des aliments, et notamment le système Saint-Lim, dont vous avez peut-être entendu parler. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais si vous avez des questions, j'y répondrai. Et en fait, pour aller droit au but, le résultat de toutes ces recherches, le plus important, c'est celui-ci.
C'est-à-dire quand on regarde, finalement, ce qui est important, c'est de connaître, de regarder le prix des aliments, non pas au kilo, mais en le rapportant à un prix pour une quantité donnée de calories. Parce qu'en fait, on a besoin de calories pour vivre, c'est une évidence. Et ce besoin de calories, c'est même le seul besoin nutritionnel physiologique dont on ressente les effets. Vous ne ressentirez pas un effet si vous manquez de vitamine C, de vitamine D, etc. Oui, vous allez tomber malade, mais vous ne savez pas que c'est parce que vous aviez besoin de ça. Tandis que si vous avez faim, vous savez que vous avez faim et vous avez besoin de manger. Donc, c'est tout à fait justifié de regarder le prix des aliments en le regardant, en l'exprimant en euros, par exemple ici, en euros pour 100 kilocalories. Et quand on fait ça, on voit se dessiner une hiérarchie entre les différents groupes d'aliments et on voit que les fruits et légumes sont les plus chers, ce qui n'est pas très étonnant parce qu'un des intérêts justement des fruits et légumes, c'est qu'ils n'apportent pas beaucoup de kilocalories. Donc quand on exprime le prix en fonction des calories, du coup, ils deviennent chers et aussi chers que la viande et le poisson, même un petit peu plus. Ensuite, vous avez deux groupes intermédiaires qui sont les plats préparés, les snacks qui sont intermédiaires, c'est normal parce que c'est un mélange d'un peu tous les groupes. Les produits laitiers qui sont assez intéressants finalement en termes de coût de l'énergie. Ce sont des produits qui ont un coût d'énergie modéré et qui apportent des nutriments intéressants. Et puis sur la droite, produits sucrés, salés, féculents, matières grasses ajoutées qui sont des sources de calories pas chères. Donc, en fait, le problème, c'est que les deux sources de calories ici qui sont chères, viande, poisson, fruits et légumes, eh bien, malheureusement, ce sont aussi les sources de nutriments essentiels dans notre alimentation, enfin, des sources très importantes de nutriments essentiels. Et malheureusement encore, les produits qui sont les sources de calories les moins chères ne sont pas les produits les plus vertueux sur le plan de la qualité nutritionnelle, à des exceptions près qui sont heureusement qui existent et qui sont très importantes, comme les céréales complètes et les légumes secs, qui de ce fait sont très intéressants puisque ce sont des sources de calories pas chères, mais aussi des très bonnes sources de nutriments essentiels. Donc globalement quand même, la tendance c'est que finalement quand on est soumis à des fortes contraintes budgétaires, on a besoin de manger ces 2000 kilocalories par jour, par exemple, et on n'a pas beaucoup d'argent, mais en plus, on a des contraintes de transport, de stockage, d'équipement du foyer, du logement, plus la tête pleine d'autres problèmes que l'alimentation. Eh bien, il est tout à fait logique, malheureusement, de se tourner plutôt vers ces produits qui sont sur la droite, puisqu'ils vont être faciles à transporter, pratiques d'emploi et toutes ces autres caractéristiques, entre guillemets, favorables quand on est dans des situations difficiles. Ceci, c'est juste un graphique pour vous montrer que cette tendance qu'on voit sur les groupes d'aliments, eh bien, en fait, on la retrouve aussi quand on regarde les aliments. Donc ici, sur cette diapositive, chaque point est un aliment de la table de composition des aliments. Et ce que j'ai mis comme corrélation, ce que j'ai corrélé, c'est le prix, cette fois-ci pour 100 grammes tout simplement, et le sein, qui est donc un indicateur de bonne qualité nutritionnelle, qui mesure la couverture des besoins en différents nutriments essentiels dans 100 grammes d'aliments. Et vous voyez qu'on a une corrélation positive. Heureusement, ce n'est pas une corrélation très très forte, quoique ce n'est pas négligeable. Donc, ça veut dire que plus les aliments sont chers, plus ils ont tendance à être source de nutriments essentiels. Donc, ça n'est pas une très bonne nouvelle quand on a un petit budget à nouveau. Donc, la recherche montre qu'il existe une relation globalement positive entre la qualité nutritionnelle des aliments et des groupes d'aliments et leur prix. Alors, je voulais juste vous dire que j'ai pris des exemples de mes recherches. Ce n'est pas que je suis complètement auto-centrée, mais j'ai été quand même la première à voir vraiment mettre le doigt sur ces relations entre
qualité de l'alimentation et prix. Et par la suite, il y a eu beaucoup d'autres études dans d'autres pays du monde qui ont toujours confirmé ces résultats-là. Alors, une fois qu'on a fait ce constat quand même un peu déprimant, on ne doit pas jeter l'éponge. Et ce qui est important, c'est de savoir est-ce qu'on peut quand même, malgré tout, manger équilibré avec un petit budget. Et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans les bases d'Opticourse. Donc, je vais vous donner juste aussi à nouveau une diapo de résultats qui vous montre qu'on peut aussi à nouveau faire appel à la modélisation pour répondre à cette question. Il est possible de calculer ici, voilà en jaune, on a calculé le prix minimum du respect de l'ensemble des recommandations nutritionnelles en termes de nutriments, donc la couverture en nutriments essentiels sans excès en nutriments à limiter, et tout en gardant un pattern alimentaire qui soit socialement acceptable. Ce coût donc des ANC, des apports nutritionnels conseillés, c'est un coût minimum, hein, strictement minimum, il est évalué à 3,85 € par jour et par personne. Quand on compare ce 3,85 aux dépenses moyennes des Français qui oscillent entre 5,5 et 6 €, ça dépend de ce qu'on compte dedans ou pas, mais en tout cas, vous voyez qu'elles sont plus élevées, ces dépenses moyennes. Donc, pour le Français moyen, ou voire même quelqu'un qui a un budget supérieur qui va forcément dépenser plus, eh bien, pour lui, peut-être qu'avoir une alimentation nutritionnellement équilibrée ne sera pas un problème difficile à gérer sur le plan financier. Par contre, pour les personnes qui sont de faible statut socio-économique, ici, je vous ai mis le budget alimentaire des personnes qui ont un faible revenu, donc premier décile de revenus, et ici, encore pire, les personnes qui font appel à l'aide alimentaire, donc les résultats de l'enquête ABENA, la plus récente qui avait été menée auprès des bénéficiaires de l'aide alimentaire, qui, eux, ne dépensent que 2,3 € par jour et par personne. Ils n'ont que 2,3 € par jour et par personne pour se nourrir, et d'autres, c'est une moyenne, donc d'autres ont même moins que ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on est là, bon, ben, ça va, on n'est pas si loin du coût minimum, donc peut-être qu'on pourrait y arriver en faisant des choix particuliers, en faisant attention, etc. Mais quand on est ici à 2,3 € par jour et par personne, évidemment, ça n'est pas suffisant. On est trop loin du compte pour arriver à ce budget strictement minimum. Et là, l'éducation nutritionnelle ne peut pas suffire. Il faut fournir aux personnes une aide alimentaire de qualité. Par contre, quand on est dans ces eaux-là, entre 3,5 et 4 € par jour, disons, eh bien, on peut voir ce qu'il est possible de faire et comment s'y prendre. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer. Finalement, puisque mon ordinateur réussit à avoir des rations à 3,85 € par jour et par personne, et ça n'est pas qu'une ration, en fait, c'est un ensemble de rations qui ont été calculées, puisque dans l'étude que je vous cite ici, de Maillot 2017, nous avons modélisé l'alimentation de chaque individu dans l'enquête nationale 1K. Donc, pour chaque individu, on a cherché quelle était son alimentation idéale pour un coût diminué. Donc, comment s'y prend l'ordinateur? Alors, je ne peux pas vous donner ces milliers de rations qui sont optimisées à la fois sur le coût et sur la qualité nutritionnelle. Par contre, ce que je peux vous donner, et ce sur quoi Opticourse est basé, c'est en fait des stratégies qu'on a pu identifier en regardant comment l'ordinateur s'y prenait pour malgré tout arriver à avoir une consommation nutritionnellement adéquate pour un coût mineur. Eh bien, en fait, on voit que l'ordinateur a très, très bien compris et intégré cette hiérarchie des prix que nous avions identifiée préalablement. Et il va jongler, il va jouer avec cette hiérarchie. Et la façon dont il va s'y prendre, c'est qu'il voit bien qu'il y a deux groupes qui sont chers, mais qui sont aussi des sources intéressantes de nutriments
qu'on lui a imposé de mettre dans les modèles. Et donc, il va faire en sorte d'équilibrer ces deux groupes. Et quand il y a trop de viande, trop de dépenses pour la viande, baisser la viande et les rapporter sur les dépenses pour les fruits et légumes quand il y en a insuffisamment. Pour les deux groupes intermédiaires, pareil, il va réduire les dépenses pour les plats préparés et les reporter sur les produits laitiers. Et pour les groupes de droite, bien évidemment, il va réduire les dépenses pour les produits sucrés salés et les rapporter sur les dépenses pour les féculents en sélectionnant préférentiellement des féculents non raffinés. Donc voilà, et au sein des matières grasses ajoutées, il va donner la préférence pour des matières grasses de meilleure qualité nutritionnelle. Là, je vais aller un peu vite sur cette diapo, mais il faut quand même que vous la compreniez. Ici, je vais un petit peu plus loin dans le choix des aliments et non pas des groupes d'aliments. C'est un petit peu pareil, tout à l'heure, je vous ai montré la hiérarchie des groupes, puis la relation entre le sein et le coût des aliments. Ici, c'est le même type de relation, mais on regarde le coût de l'énergie. Ici, en euros pour 100 kilocalories, je vous ai dit que c'était une variable très importante. Et puis, un indicateur de qualité nutritionnelle qui est plus complet que le sein, puisque c'est le sein divisé par le LIM étant un score des nutriments dont il faut limiter la consommation, donc le sel, les sucres libres et les acides gras saturés. Ne cherchez pas absolument à décrypter tout ce qu'il y a dans cette diapo. Au lieu de mettre des points, j'ai mis le nom des aliments. Et ce qu'on voit, c'est qu'à nouveau, on a une corrélation positive entre le coût et la qualité nutritionnelle. Donc, on ne fait que confirmer ce que je vous avais déjà dit. Mais on peut justement aller zoomer un petit peu là-dedans et regarder ce que choisit l'ordinateur pour arriver à des rations nutritionnellement équilibrées à bas prix. Et quand on fait ça, on voit que l'ordinateur, le modèle, avait parfaitement compris cette hiérarchie aussi au niveau des prix et il va donner la préférence à des aliments qu'on appelle les aliments de très bonne qualité nutritionnelle prix, de très bon rapport qualité nutritionnelle prix. Donc des aliments qui sont plutôt situés au-dessus de la droite de corrélation. Je vois que le temps passe, j'avance. Donc, pour manger équilibré avec un petit budget, il faut donner la priorité aux aliments de meilleur rapport qualité nutritionnelle prix dans chaque groupe. Donc, rééquilibrer les groupes d'une part et dans chaque groupe, donner la priorité aux aliments de meilleure qualité nutritionnelle prix. Alors, Opticourse est basé là-dessus. Opticourse, c'est une histoire qui a commencé en 2010 et qui a commencé par deux études pilotes financées et même initiées, je dirais, parce que c'était à la demande de l'ARS PACA que nous avions commencé cette aventure. Puis, nous avions eu un financement de l'INCA pour faire 2 années de recherche interventionnelle extrêmement intensive. Et ensuite, on a eu toute la phase de validation. Enfin, la validation s'est faite pendant le temps de la recherche interventionnelle, mais par la suite, on a eu la transférabilité dans différents contextes, puis l'essaimage qui se fait à travers des formations de professionnels. Et d'ailleurs, il y a eu des formations de professionnels à Toulouse et à Mende. Donc, à la base de l'action d'Opticourse, le constat que je viens de vous faire, c'est que vous avez vu qu'il est plus difficile de manger équilibré avec un petit budget, mais que c'est possible en sélectionnant des aliments de bon rapport qualité nutritionnelle prix. Et donc, comme je viens de le dire, il y avait un besoin identifié par un acteur territorial qui était l'ARS PACA. Et l'ARS PACA nous a soutenus tout au long et nous soutient encore aujourd'hui, 10 ans après, dans le cadre d'un programme de formation de professionnels en PACA qui est porté par le CRES PACA. Dans le temps de la recherche interventionnelle, les 2 ans de recherche interventionnelle, en fait, nous avons eu 2 recherches en une seule. C'est pour ça que c'était très lourd aussi. Ces recherches avaient le même objectif qui était d'améliorer le rapport qualité nutritionnelle prix, donc QNP, des approvisionnements alimentaires de personnes soumises à des fortes contraintes budgétaires. Mais il y avait 2 recherches, une sur la demande qui était donc plutôt
d'essayer d'inciter, de développer un programme qui incite à des achats alimentaires plus équilibrés sans augmenter le budget. Donc, ce sont les ateliers collectifs OptiCourses. Et puis, un volet offre dont je n'ai pas le temps de parler aujourd'hui, mais vous aurez des documents dessus si ça vous intéresse, qui était une intervention dans des supermarchés de proximité qui visait à rendre disponibles, visibles et attractifs des aliments de bon rapport qualité nutritionnel-prix. Donc, sachez que cette intervention, cette recherche a fonctionné. Les résultats ont été positifs. On a démontré qu'on pouvait augmenter les achats d'aliments de bon rapport qualité nutritionnel-prix, mais c'est resté au niveau de la recherche. Il n'y a pas eu d'extension de cette intervention au-delà du temps de la recherche. Ce qui n'est pas le cas des ateliers OptiCourses, puisque les ateliers OptiCourses continuent aujourd'hui à fonctionner. Donc, on va parler aujourd'hui uniquement des ateliers OptiCourses. Oui, ça c'est juste pour dire, voilà, pour le volet offre, il y a des publications et je vous les enverrai. Je pense que vous y avez peut-être déjà accès. Pour le volet demande, il y a eu aussi bien sûr des publications et notre souhait dans mon équipe de recherche, c'est de toujours rendre les résultats de la recherche accessibles aux acteurs de terrain. En particulier pour, bien sûr, des recherches dont on suppose qu'elles auront vraiment un intérêt immédiat pour eux. Donc, à chaque fois, on fait l'effort d'avoir une publication dans une revue internationale parce que ça fait partie des standards, des attentes de nos institutions, mais aussi d'avoir une version en français. Et c'est quand même du boulot parce que ce n'est pas juste de la traduction en fait. On se rend compte que quand on passe d'une langue à l'autre et d'un public, de lecteur à l'autre, on est obligé de retravailler un petit peu le format. Donc rapidement, ça je vous l'ai déjà dit, c'est une diapositive qui vous montre un petit peu l'historique d'OptiCourses. Je ne vais pas trop passer de temps puisque je l'ai déjà dit. Voilà, avec toutes les étapes, avec les difficultés à chaque étape et les leviers aussi qu'on a identifiés. On en reparlera si vous voulez. Donc, les ateliers OptiCourses, c'est une hypothèse qui a été vérifiée par la recherche interventionnelle, qui est qu'en adoptant une approche multipartenariale, territoriale et participative et en intervenant sur un territoire défavorisé, quand on part des achats réels des personnes, parce que c'est ça l'originalité d'OptiCourses, c'est de partir des tickets de caisse, des achats, des foyers, des personnes, eh bien, c'est possible d'améliorer le rapport qualité nutritionnel-prix de leurs approvisionnements alimentaires. Le principe de cette recherche, vous le connaissez, parce que ce sont les principes de la promotion de la santé, donc partage des savoirs et des savoir-faire, respect des personnes, et puis pour ce qui est de la recherche interventionnelle, des allers-retours recherche-terrain en fait, qui constituent de la co-construction. Les chercheurs vont avoir des idées, ils vont venir tester et prouver ces idées sur le terrain, ça va modifier la proposition initiale, etc. De pas en pas, on va arriver à des outils co-construits. Et dans le temps de la recherche interventionnelle, on avait à la fois les outils d'intervention, mais aussi les outils d'évaluation qui ont été co-construits pour avoir une évaluation d'impact qui soit à la fois rigoureuse, mais ludique pour les participants, puisque eux, ils ne viennent pas là pour faire de la recherche, ils viennent là pour assister à des ateliers, même pendant le temps de la recherche interventionnelle. Donc, on ne les a pas assommés avec des listes de questionnaires qui n'en finissent pas. Donc, il fallait trouver le bon dosage entre la recherche et l'intervention. Rapidement, ça, on vous l'enverra aussi. C'est juste pour vous montrer le déroulé des séances. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Mais dans le temps de la recherche interventionnelle, nous avions 5 séances. Et la 5e séance était uniquement consacrée à l'évaluation. Donc, maintenant que les ateliers sont menés, entre guillemets, en routine, en tout cas, pour les personnes qui ont été formées peuvent mener des ateliers. Il est préconisé de faire 4 séances. Pour chacune de ces séances, il y a des activités qui sont extrêmement détaillées avec
le processus, le protocole de l'activité et des fiches argumentaires pour expliquer pourquoi on a fait ça comme ça, pourquoi on a choisi tel type d'approche. Un élément important, c'est que il est demandé en séance 1 à chaque participant, s'il le désire bien sûr, de pouvoir garder les tickets de caisse de son foyer pendant un mois, tickets de caisse ou autre achat à consigner sur un carnet. Et on lui propose au bout d'un mois de lui faire un retour individualisé sur ses achats en termes de budget et de qualité nutritionnelle. Et à partir de là, donc là, c'est la seule activité qui ne soit pas collective, hein, elle se fait en face à face avec un professionnel et on propose à la personne d'identifier un axe d'amélioration pour améliorer ce rapport qualité nutritionnelle-prix de ses achats. Il y a d'autres jeux, tout est évidemment le plus collaboratif possible pour que tout le monde puisse s'exprimer. Mais ça, vous connaissez, je pense que vous savez faire. Donc voilà, ça c'est le carnet de recueil des tickets de caisse. J'en ai parlé. Et en fait, c'est très utile parce que ça permet vraiment, c'est un petit peu comme quand vous allez voir une diététicienne. La première chose qu'elle vous demande, c'est de noter pendant une semaine tout ce que vous avez mangé et de revenir au bout d'une semaine ou de 15 jours. Et le fait de noter permet de prendre du recul sur ce qu'on fait. C'est une évidence et ça marche aussi pour les achats. Quand on commence à noter, eh bien, on commence à se rendre compte qu'on a acheté ci plutôt qu'autre chose. Et puis à la fin, le retour du professionnel donne une photo à un instant donné des achats. Bien sûr, ça va dans les deux sens, entre l'action et la recherche, puisque l'action alimente aussi la recherche. Et justement, pour le retour de ces carnets d'achat et la photographie qu'on donne aux participants, en fait, l'analyse peut être très très longue et assez difficile si on veut aller jusqu'à l'analyse fine des nutriments contenus dans les achats. Et donc, ça nous a poussé à développer et à valider une méthode, entre guillemets, simplifiée qui ne se base que sur les contributions, les parts budgétaires des grands groupes d'aliments. Et à partir de là, on peut analyser plus rapidement et donc traiter plus de paniers d'achat, de paniers mensuels d'achat et donner des conseils plus facilement. Un autre outil important d'OptiCourse qui est bien apprécié des participants, c'est ce qu'on appelle le livret de prix-seuil, qui aussi est validé scientifiquement, avec aussi une publication en anglais et une publication en français. Ce petit outil, en fait, l'objectif, c'est de permettre aux participants de savoir quels sont les aliments de bonne qualité nutritionnelle déjà, puisque dans ce petit livret, il n'y a que des aliments de bonne qualité nutritionnelle. On a volontairement écarté ceux qui sont de qualité nutritionnelle médiocre. Et puis, pour chacun de ces aliments, en face, on a un prix. Alors, qu'est-ce que c'est que ce prix? C'est ce qu'on a appelé le prix-seuil. On a développé une méthode pour trouver ce prix-seuil. Et le prix-seuil, c'est le prix, le juste prix, en fait. Et la personne sait que si elle trouve l'aliment à ce prix ou à moins que ce prix, alors en plus d'acheter un aliment de bonne qualité nutritionnelle, elle fera aussi une bonne affaire parce qu'elle n'aura pas dépensé plus que le juste prix. Donc, ça permet de reconnaître pour les participants, c'est vraiment très bien, ça va développer l'estime de soi, puisque en fait, la plupart des gens achètent déjà des aliments de bonne qualité nutritionnelle, évidemment. Ils achètent bien souvent aussi, la plupart du temps, des aliments au juste prix. Donc, tout simplement, ça va les conforter dans ce qu'ils font déjà, et ça, c'est vraiment super, parce que, comme je l'ai dit, ça renforce l'estime de soi. Et puis, une chose qu'on n'avait pas forcément anticipée, mais ça permet pour ceux qui ne connaissaient pas certains aliments de découvrir des nouveaux aliments et d'en connaître le prix raisonnable.
Parce que souvent, quand on ne connaît pas un aliment, ben, la première barrière qu'on a, évidemment, c'est qu'on ne connaît pas, donc on ne saurait pas comment l'utiliser. Mais une barrière importante, c'est de savoir est-ce que je ne suis pas en train de me faire avoir, puisque voilà, je ne connais pas cet aliment, mais je n'en connais pas non plus le prix normal, entre guillemets, le prix raisonnable ou le juste prix. Rapidement, donc, on vous l'a dit depuis le début, OptiCourse est une étude qui est reconnue comme un programme probant du fait qu'il y a une recherche interventionnelle qui a fait la démonstration de son efficacité à modifier favorablement les comportements d'approvisionnement alimentaire. Et ceci s'est fait grâce à une approche basée sur l'économie expérimentale, où en fait, donc on a emprunté à nos collègues économistes une approche qu'ils utilisent très fréquemment pour évaluer l'impact de politiques publiques dans différents domaines. Et donc, nous, en fait, on l'a utilisé pour voir si, entre le début des ateliers et la fin des ateliers, on avait modifié les choix alimentaires des personnes quand ils étaient en situation d'achat. Pour que tout ça soit validé, il faut que tout soit calibré et fait dans des conditions très reproductibles. Et donc, c'est exactement ce que nous allons faire, ce que nous avons fait. Et sans rentrer dans les détails, je peux vous dire que nous avons montré qu'il était possible de modifier la qualité nutritionnelle des achats des participants favorablement grâce au suivi des ateliers OptiCourse. Voici les résultats. Donc, on demande à des personnes de faire leurs courses de façon virtuelle à partir d'un catalogue. Donc, vous avez un petit exemple ici, un catalogue de produits alimentaires de toute une gamme très large de produits. Et vous voyez qu'on a aussi des témoins, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas suivi les ateliers OptiCourse et des participants. Et la première chose qui était très notable, qui nous a étonnés au début, c'est qu'après avoir suivi les ateliers OptiCourse, les gens achetaient moins. Quand on leur demandait de faire leurs courses pour leur foyer pour 2 jours à partir de ce catalogue d'achat, les gens achetaient moins. Et heureusement que nous avions les témoins parce qu'on aurait pu se dire que c'était un biais indépendant de l'étude. Mais en fait, c'est vraiment un impact d'avoir suivi les ateliers. Et cette diminution quantitative, on peut l'interpréter comme une meilleure anticipation des achats, une meilleure capacité à se projeter dans cette situation de vraiment devoir faire ses courses pour 2 jours et de réfléchir à de quoi j'ai vraiment besoin et pas acheter plus que ce dont on a besoin. Et puis un autre résultat, c'est la qualité de ce qui a été acheté. Et là, on voit une amélioration de la qualité nutritionnelle, notamment une baisse des produits sucrés et salés, une augmentation des fruits et légumes et une baisse de la teneur en sucre libre dans les paniers. Donc, ceci a été publié. On avait aussi un volet qualitatif de cette évaluation avec des groupes de discussion et aussi des entretiens en face à face avec une vingtaine de participants. Nous avons identifié 3 types de changements. Un, d'abord sur les aliments achetés, moins de soda, plus de fruits et de légumes, plus de légumes secs, et puis passer du pain blanc au pain complet ou semi-complet. Une modification des stratégies d'achat en termes de choix des lieux d'approvisionnement, faire attention aux étiquettes, même si on n'a pas d'activité sur les étiquettes, mais inévitablement, on va en parler dans les ateliers à un moment ou à un autre. Et puis, une modification des pratiques culinaires. Là non plus, on n'a pas d'atelier cuisine, même si les ateliers OptiCourse peuvent être couplés avec des ateliers cuisine. Et on voit que malgré tout, ça induit chez certaines personnes une modification de leurs pratiques culinaires. Voilà. Le plus important, je pense, c'est cette prise de recul par rapport à ces achats alimentaires. Et là, je vous ai mis une liste de verbatim qui démontre qu'effectivement, on a bousculé un petit peu ces choses-là et permis aux personnes de regarder différemment quand elles font leurs courses. Voilà, c'est texto ce que dit une des femmes ici.
Alors, j'arrive au bout de ma course parce que je voulais vous montrer aussi quelle était la compatibilité du programme OptiCourse avec la promotion d'une alimentation durable. Donc, je vais aller un petit peu à l'essentiel sur cette question-là pour vous montrer là encore des résultats de recherche de mon équipe. Et ces recherches que nous menons sur l'alimentation depuis une dizaine d'années, en fait, nous avons pris comme définition de l'alimentation durable une définition qui est sortie en 2010 de la FAO, donc exactement au moment où nous avons commencé à travailler sur ce sujet. Et cette définition dit que l'alimentation durable, elle doit être nutritionnellement adéquate, saine et sûre. Elle doit être culturellement acceptable, c'est un volet très important qui est trop souvent oublié. Elle doit être économiquement viable, accessible et abordable. Et elle doit être protectrice et respectueuse de la biodiversité et des écosystèmes. Et c'est seulement quand on a ces quatre exigences sur ces quatre piliers qu'on pourra parler d'alimentation durable. Alors, souvent, on dit qu'il y a plutôt 3 piliers que 4 quand on parle de durabilité, mais vraiment, quand on ne parle que de 3 piliers, eh bien, on a trop tendance à oublier le volet nutrition-santé. Donc, pour nous, c'était très important d'en faire un pilier à part entière. Et en fait, je vais vous présenter… en fait, moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce concept d'alimentation durable, eh bien, je me suis rendu compte qu'en réalité, je travaillais déjà sur l'alimentation durable sans le savoir. Parce que je travaillais déjà sur la façon de rendre compatibles des exigences en termes de nutrition, en termes d'accessibilité financière et en termes d'acceptabilité culturelle. Donc, les 3 piliers déjà. Et là, je vais vous remettre des choses qu'on a déjà vues un petit peu, puisque ce que je voudrais dire ici, c'est que sur la dimension, une dimension, parce qu'au sein de la dimension économique, il y a plusieurs sous-dimensions qui ne sont pas forcément facilement compatibles, mais au moins l'accessibilité financière, on peut la regarder d'un peu plus près. Et en fait, quand on regarde le coût journalier estimé de l'alimentation des adultes en France, on arrive à 8,5 € par jour. Je vous ai dit tout à l'heure que selon les façons dont on calcule, ça va tourner entre 6 et 8 pour différentes raisons. Là, c'est 8,5 € par jour. Il est obtenu en prenant les consommations déclarées des participants à l'étude nationale INCa et en considérant que toutes les personnes ont acheté tous les aliments au prix moyen. Mais en fait, derrière ce prix moyen, ce coût moyen de l'alimentation, on a une grande variabilité entre les individus. Et ça, c'est aussi une constante, un message important que j'aimerais bien avoir fait passer aussi ce matin, c'est que n'oubliez jamais que derrière les moyennes se cache toujours une grande variabilité. Et là, vous voyez que cette variabilité, elle est très importante et qu'elle est en grande partie expliquée par la quantité, les apports énergétiques. Vous avez ici une corrélation entre le coût et les apports énergétiques. Vous voyez qu'elle est positive. Donc, plus on mange, plus ça va coûter cher. Et finalement, si on mange pas plus que ce dont on a besoin, et a fortiori si on gaspille moins, eh bien, on va pouvoir maîtriser les coûts. Donc ça, vu du côté de l'alimentation durable, c'est très, très important. Et quand on regarde maintenant cette hiérarchie que vous connaissez bien, eh bien, en fait, on va bien pouvoir voir que si on privilégie les groupes d'aliments, les groupes et les sous-groupes d'aliments de bon rapport qualité nutritionnelle pour leur prix, on va pouvoir atteindre l'équilibre alimentaire sans dépenser plus. Alors, je vous la remets. Vous allez vous dire que c'est un peu bête parce que je n'avais pas beaucoup de temps, mais vous allez comprendre assez rapidement pourquoi j'ai remis cette diapo. Donc, j'attire l'attention à nouveau sur le fait que les produits sucrés salés, les matières grasses ajoutées et les féculents raffinés sont très intéressants en termes de coût, mais il faut maîtriser les consommations pour des questions de nutrition et de santé. Et en fait, pourquoi j'ai redit ces choses sur la dimension économique? Parce que maintenant, je passe à la dimension environnementale. Alors, excusez-moi, je n'ai qu'une seule variable sur l'environnement, c'est l'impact carbone, mais elle est quand même très importante. J'ai remis ça parce que pour vous montrer que ça fonctionne pareil.
en fait, c'est à peu de choses près, les conclusions auxquelles on est arrivé sur le coût de l'alimentation, on peut presque les plaquer quand on parle de l'impact carbone de l'alimentation. Donc, ça va du coup aller vite parce que c'est le même type de raisonnement. On peut calculer l'impact carbone moyen de l'alimentation des Français. Il est de l'ordre de 4 kg d'équivalent carbone par jour. Toujours comme pour le prix tout à l'heure, en considérant que les gens achètent des aliments à leur impact carbone moyen. Donc, c'est ce qu'on appelle des données génériques. Et là aussi, on voit que si on estime l'impact carbone moyen de chaque individu dans la population, il va être très différent d'un individu à l'autre. Donc, derrière le 4 kg par jour, une grande disparité à nouveau. Et à nouveau, cette disparité, elle est très expliquée par les apports énergétiques et les quantités consommées. Donc, à nouveau, on a finalement le même type de conclusion. Si on veut impacter moins, il faut manger moins, pas plus que ce dont on a besoin, et gaspiller moins. Et là, je voulais vous mettre cette diapositive pour faire le parallèle avec ce que j'ai montré sur la hiérarchie des coûts. Il y a aussi une hiérarchie d'impact carbone des groupes d'aliments. Ici, l'impact carbone est exprimé pour 100 kilocalories, comme ce que j'ai fait pour le prix. Et vous voyez que la hiérarchie, elle est à peu près la même. Alors, il y a un petit peu plus de groupes, parce que quand on parle d'impact carbone, on est obligé de rentrer un petit peu plus dans le détail au sein des produits animaux, parce que tous les produits animaux n'ont pas le même impact carbone, n'ont pas le même impact sur l'environnement. Et évidemment, la viande de ruminants est toujours la plus impactante, qu'elle soit produite dans des conditions très vertueuses ou pas vertueuses du tout. Il se trouve malheureusement qu'elle sera toujours plus impactante en termes d'impact carbone qu'un produit végétal. Donc, vous voyez que la hiérarchie, c'est à peu près la même que pour les produits, que pour quand on raisonne en coût. Donc, on va avoir à peu près le même type de raisonnement pour avoir une alimentation qui impacte moins. Il va falloir, au sein des produits animaux, aller vers des produits animaux moins impactants. Toujours faire ce shift entre viande, notamment viande rouge, et fruits et légumes. Également, le shift entre plats mixtes et produits laitiers. Et puis, au sein des produits qui impactent le moins, évidemment, préférer les féculents, et notamment les féculents complets, aux produits sucrés et salés. Mais il y a toujours ce warning qui fait que les produits sucrés et salés et tous les produits industriels à base de farine blanche, d'huile et de sucre sont des produits qui ont un faible impact carbone, mais ils ont une très mauvaise qualité nutritionnelle. Donc, en fait, la cohérence, la convergence entre les différentes dimensions de l'alimentation durable, elle n'est pas systématique, il faut la travailler. Et ce n'est pas parce qu'un aliment est, je n'ai pas le temps de dire ça, ce n'est pas grave, ce n'est pas parce qu'un aliment est végétal qu'il est bon pour la santé, même si quand on calcule son impact carbone, on va se dire, ah bah tiens, c'est étonnant, mais ce n'est pas très impactant. Mais le végétal, ce n'est vraiment pas la panacée absolue. Même, on va me dire, peut-être me reprocher d'avoir mis le riz et les pâtes dans cette image, mais n'oubliez pas que les féculents raffinés, les céréales raffinées, sont la source majeure de malnutrition dans le monde, notamment de malnutrition infantile. Donc, on ne peut pas se nourrir que de ça. Voilà, j'étais obligée d'accélérer, mais ce n'est pas grave parce que j'ai dit vraiment l'essentiel de ce que je voulais dire. Et ici, je vais terminer juste sur cette diapo qui vous montre un petit peu. Donc, je vous l'ai dit, aujourd'hui, on est en diffusion et la diffusion d'Opticours se fait à travers des matinales comme aujourd'hui, enfin des séances comme aujourd'hui, et puis des formations, hein, puisque pour mener un atelier Opticours, il faut avoir suivi une formation assez poussée de 3 jours. Et vous avez ici les différents lieux où des formations se sont déroulées. On a à ce jour à peu près 200 professionnels qui ont été formés en France entière, avec bien sûr un pool plus important en PACA, puisque tout ceci est parti des quartiers nord de Marseille. Voilà, je vous remercie et j'attends vos commentaires et vos questions. Merci beaucoup, Nicole. Merci beaucoup pour ces éléments très intéressants, notamment sur la dernière partie, le lien avec l'alimentation durable, qui sont des travaux tout à fait émergents, tout à fait d'actualité.
et qui mériterait aussi qu'on y passe un peu plus de temps. Malheureusement, voilà, le temps nous est compté, mais c'est toujours la contrainte qui s'impose à nous. Voilà, malgré tout, on a eu le temps d'aborder quelques éléments qui sont vraiment, qui méritent qu'on puisse aller plus loin. Je tenais juste à vous préciser que l'ensemble des articles que nous vous avons envoyés hier vous seront retransmis d'ici ce soir ou demain matin, en même temps que l'évaluation que nous vous ferons passer par mail, bien sûr. Donc, voilà, tous ces éléments, vous les retrouverez sur le site du DRAPS, ainsi que l'enregistrement, bien entendu, le support PowerPoint et l'ensemble des ressources complémentaires. Juste un élément, effectivement, que je tenais à vous préciser, c'est que le DRAPS héberge une formation d'animateur d'atelier aux petites courses les 17, 18 et 19 novembre prochains à Narbonne, à la Maison de la Prévention. Il reste actuellement 7 places. Donc, n'hésitez pas. Guillaume a pu mettre le lien dans le fil de la conversation. N'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà, ce sont 3 jours de formation d'animateur. Il n'y a pas de prérequis. Enfin, le prérequis, on va dire, principal, c'est d'être en contact et de travailler auprès de publics en situation de précarité. N'hésitez pas, en tout cas, à consulter que ce soit cette formation ou les autres formations du DRAPS. On va passer aux différentes questions, si vous le voulez bien. Donc, je vais reprendre effectivement la synthèse des éléments qui nous ont été transmis dans le fil de conversation. Alors, une première question d'Élie Daguet qui est à Montpellier, qui nous pose la question de la ration. Est-ce qu'elle ne coûterait pas moins cher pour des personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire, ce qui finalement ferait baisser le prix d'une ration, apport nutritionnel / coût? Alors, oui, bien sûr, vous avez raison. Quelqu'un qui bénéficie de l'aide alimentaire, de facto, en fait, il aura une partie de ses calories couvertes. Une étude qui avait été menée, là aussi c'est dommage parce qu'elle n'a pas été reproduite depuis, mais c'est l'étude de 3A qu'on a menée il y a maintenant une quinzaine d'années et je pense que ça n'a pas beaucoup changé. On sait que quand quelqu'un va à l'aide alimentaire, en moyenne, cette aide va couvrir 700 kilocalories. Voilà. Donc, sachant que quelqu'un a un besoin de 2000 kilocalories par jour en moyenne, de toute façon, il va falloir qu'il aille chercher le reste de ses calories ailleurs. Alors, des gens qui sont très contraints peuvent utiliser 2 sources d'aide alimentaire, mais en général, c'est une seule. Donc, ça va lui faire, entre guillemets, économiser une partie des calories. Alors après, c'est vrai, mais souvent, les calories qui sont apportées par l'aide alimentaire vont quand même manquer d'éléments frais. On sait que les fruits et légumes ne sont pas toujours présents en quantité suffisante. Donc, pareil pour la viande et le poisson. Peut-être pas le poisson, parce qu'il y a des poissons en conserve, mais voilà. Les aliments chers ne sont pas forcément toujours présents en quantité suffisante dans l'aide alimentaire. D'ailleurs, on vient de publier récemment ce matin un article sur les limites et les difficultés de l'aide alimentaire. Et une des difficultés, c'est que les associations qui délivrent de l'aide alimentaire sont en fait soumises aux mêmes contraintes que les personnes qu'elles doivent aider. Elles ont des contraintes budgétaires, elles ont des contraintes de stockage, elles ont des contraintes organisationnelles très compliquées et les mêmes causes arrivant aux mêmes effets, finalement, l'aide qui est délivrée, elle est souvent déséquilibrée. Merci beaucoup. Une seconde question d'Élie. Comment les prix sont-ils établis? Et n'y a-t-il pas un delta entre les régions finalement, entre les bassins de production, qu'on soit en région, en milieu rural ou en milieu urbain? Alors ça, c'est une question très compliquée. Alors, il faut savoir qu'en France, on a vraiment un blackout sur les prix alimentaires. Vous ne trouverez aucune donnée accessible par tous sur les prix alimentaires.
Si vous allez sur le site de l'INSEE, vous trouverez un indice qui va vous donner quelques prix pour quelques produits choisis, mais qui ne reflètent vraiment pas la totalité de notre alimentation. Et finalement, ces données sont jalousement gardées par des privés qui payent très cher des instituts comme l'Institut Kantar, qui font un suivi de panels de consommateurs qui enregistrent leurs achats. Heureusement, la recherche et donc notre institut, l'INRAE, a les moyens aussi d'acheter ces données, donc les données Kantar. Et c'est à partir de ces données que nous avons pu extraire des prix moyens en France sur les aliments les plus consommés, enfin les aliments consommés par les Français. Donc, après, évidemment, on pourrait, grâce à ces données Kantar, rentrer dans le détail des différences territoriales, rurales, urbaines, etc. Nous, on n'a pas, c'est pas l'objet de nos recherches et on n'a pas de temps à consacrer à ça, malheureusement. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à votre question. Mais sachez que on a vraiment, déjà, c'était un énorme boulot. Et c'est chaque année, enfin, on met à jour ces prix, c'est toujours un énorme travail d'aller utiliser ces données Kantar, qui sont des enregistrements d'achat très très précis. Là, pour le coup, on est au niveau du code de l'aliment, du code barre. Voilà. Après, si la question c'était peut-être sur les prix seuil, donc les prix seuil du livret prix seuil, ils sont aussi établis à partir des prix moyens, mais ce ne sont pas les prix moyens. En fait, ce sont des prix qui vont refléter, on a regardé la distribution des prix de chaque petite famille d'aliments et on a pris la médiane du prix de chaque famille d'aliments. Parfois, cette médiane est en dessous ou au-dessus du prix moyen, ça va dépendre, mais parfois, c'est le prix moyen qui est retenu. Ça dépend des familles d'aliments. D'accord. Donc, ces éléments de réponse, Nicole, répondent à la question de Véronique Champonnier. Pour compléter donc la première question d'Élie, le prix moyen a-t-il été établi sur la moyenne des prix type agriculture conventionnelle ou bio et toutes les gammes alimentaires? Donc, vous venez d'y répondre. Si vous avez d'autres éléments de réponse, n'hésitez pas. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on n'a pas regardé spécifiquement bio ou conventionnel. On est en train de le faire d'ailleurs dans une étude en ce moment. Mais ce sont les prix des aliments tels qu'ils sont achetés par les Français à un moment donné. Voilà. Et on regarde la distribution, donc du plus faible au plus fort prix. Et c'est en regardant cette distribution pour chaque famille d'aliments qu'on va en déduire le prix seuil. D'accord. Je rebondis sur la question d'Ondine. Le livret prix seuil est-il amené à évoluer en fonction de l'évolution des prix des aliments? Est-ce que vous le remettez à jour de manière régulière? Oui. Alors, on le remet à jour de manière régulière, non, parce que comme je l'ai dit, c'est un très gros boulot, mais on le remet à jour et là, on l'a remis à jour il y a 2 ans. Voilà. Alors, effectivement, on peut imaginer qu'avec le Covid, les choses aient été assez bouleversées. Mais de toute façon, il faudra attendre un petit peu pour avoir cet impact des prix sur le long terme, hein, puisque, je vous l'ai dit, c'est basé sur les études Kantar. Et les études Kantar, elles ont elles-mêmes un décalage. Quand on a accès aux données Kantar, ben, finalement, on a accès à 2 ans en général, 2 ans d'ancienneté. Donc, il faudra qu'on attende un peu et on remettra à jour d'ici 2 ans peut-être. D'accord. 2 autres questions. La première de Sandrine. Pouvons-nous avoir accès à ce livret prix seuil? Alors, le livret prix seuil, comme tous les outils OptiCourse, on ne le met pas en accès libre. Simplement parce qu'on trouve ça un petit peu dangereux, entre guillemets, que ça tombe entre des mains de gens qui n'auraient pas suivi la formation à OptiCourse et qui ne soient pas en pleine mesure d'intégrer les principes d'OptiCourse.
Donc, non, il faut avoir suivi la formation. Ceci dit, si ce n'est pas le livret prix-seuil qui vous intéresse, mais la méthodologie et une idée des prix, comme je l'ai dit, on a une publication sur cette méthodologie avec une version en français de cette publication. Dans cette version en français, on a un tableau avec l'ensemble des prix-seuil de tous les aliments du livret. Donc, tous les aliments y sont avec leur prix-seuil, mais voilà, ce sont les prix de la première version du livret prix-seuil avant qu'on ait remis à jour. Mais en fait, pour vous dire aussi une autre info, c'est que quand on a remis à jour, ça n'a pas énormément changé les prix, puisque finalement, quand les prix changent, c'est souvent le plus bas prix ou le plus fort prix qui change, mais la moyenne et la médiane restent assez stables. La médiane, notamment, elle est connue pour être assez stable. Donc, cette publication peut vous aider et celle-là est en accès, alors je ne sais pas si elle est en accès complètement libre, mais en tout cas, vous l'aurez via le site du TRAPS. Très bien, merci. Une question de Thomas dans l'Aveyron. Lorsque l'on a un rapport qualité nutritionnel prix optimal, est-on en dessous de 3,85 € par jour? Ou bien est-ce ce calcul qui finalement a donné ce résultat? Alors, le calcul, les 3,85 €, alors eux aussi, on les a mis à jour. Hein. La première fois qu'on avait fait ces calculs, on était à 3,5. Maintenant, on est à 3,85. Et c'est effectivement un calcul. Ce calcul, il est basé sur des modèles d'optimisation où on va chercher à avoir des paniers alimentaires qui respectent l'ensemble des recommandations nutritionnelles, respectent le pattern général de l'alimentation des Français pour le prix le plus bas possible. Donc, ça veut dire que mathématiquement, on ne peut pas descendre en dessous de ce prix si on veut respecter l'ensemble du reste, c'est-à-dire qualité nutritionnelle et acceptabilité culturelle ou sociale. Ceci dit, dans Opticourse, nous sommes propriétaires de tas de données, puisque finalement tous les gens qui mènent des ateliers Opticourse, tous ceux qui ont bien voulu le faire, et ils sont très très nombreux, ils sont majoritaires, ont gardé leur ticket de caisse pendant un mois. Donc nous avons nos propres données en fait d'achat de foyers défavorisés. Et sur les 100 premiers participants aux ateliers Opticourse, nous avons fait une étude sur ces paniers pour savoir ce qu'ils achetaient, à quel prix, etc. Et nous avons une étude où nous avons cherché à identifier dans ces 100 premiers paniers s'il y avait des paniers qui étaient plus favorables en termes de qualité nutritionnelle et de prix, enfin en termes de qualité nutritionnelle simplement d'abord, que les autres. Nous avons vu que sur les 100 premiers foyers Opticourse, on pouvait identifier à peu près 20% de foyers qui avaient déjà une alimentation de bonne qualité nutritionnelle, alors peut-être pas optimale au sens où un ordinateur peut y arriver, mais meilleure que les autres et très convenable, et sans que ça leur coûte plus cher. Et donc ces gens-là, finalement, dépensaient autant que les autres. Et combien ils dépensent? Ils dépensent entre 3,5 € et 4 € par jour, par personne. Donc finalement, on apporte la preuve que c'est possible, que des gens le font déjà. Et d'ailleurs, c'est aussi un principe très important d'Opticourse que j'ai oublié de dire. Voilà, c'est très très important. Les ateliers Opticourse ne sont pas descendants, ils sont basés sur les échanges, des trucs, des astuces et des stratégies. Et c'est justement parce que dans les ateliers, il y a des gens qui ont des stratégies intéressantes, peut-être plus intéressantes que les autres, que ces stratégies vont se diffuser. Et les ateliers Opticourse sont complètement basés là-dessus, en fait. Et on a pu démontrer, donc, effectivement, on pouvait trouver des foyers qui avaient, pour les mêmes dépenses, une qualité nutritionnelle meilleure.
Merci beaucoup, d'où l'intérêt effectivement que les acteurs de terrain puissent se servir des résultats de la recherche, mais à l'inverse, que les acteurs et les principaux concernés, comme là en l'occurrence les personnes en situation de précarité, puissent remonter et alimenter à leur tour la recherche. Ça, c'est tout à fait intéressant et tout à fait essentiel en promotion de la santé, évidemment. Une question de Gaëtan. Y aura-t-il une session de formation prévue sur la partie Midi-Pyrénées? Alors effectivement, on a organisé dans le cadre du DRAPS une session de formation optique course l'année passée à Toulouse. La seconde a été dispensée à Mende et la dernière, malheureusement, effectivement, je tiens à le préciser, il n'y aura pas d'autres sessions de formation organisées dans le cadre du DRAPS, voilà, pour des raisons diverses, mais notamment voilà, le DRAPS est un dispositif qui donne à voir par le biais des matinales, qui permet d'expérimenter et de monter en compétences par le biais des formations. Mais malheureusement, il est aussi tout à fait équitable de pouvoir proposer la même chose sur d'autres programmes validés. Voilà pourquoi on s'en tiendra à 3 sessions de formation d'animateurs. Donc, je rappelle, la dernière session d'animateur se tiendra à Narbonne les 17, 18, 19 novembre. Voilà, une question supplémentaire. De la petite épicerie en Ariège. Y a-t-il des intervenants spécifiques pour ces ateliers opticourses? Ou peut-on envisager avec la formation de les mener soi-même? N'est-il pas plus intéressant de les travailler avec un professionnel tel qu'un diététicien, par exemple, qui aurait davantage de données? Alors, tout à fait, les formations opticourses sont exactement destinées à ça. C'est-à-dire qu'on va former des gens qui, après, vont être autonomes dans l'utilisation des outils, des protocoles des ateliers. Donc, si vous suivez la formation, vous pourrez, et on aimerait que vous meniez des ateliers opticourses. Dans ces formations, on conseille d'avoir effectivement une casquette de diététicien, c'est bien, mais ça n'est pas absolument strictement nécessaire. On a vu qu'il était aussi possible de former des professionnels du secteur social. Finalement, on leur donne les éléments importants et suffisants pour être en mesure de mener eux-mêmes des ateliers opticourses. Donc oui, ces formations, elles sont destinées aux diététiciens et à des travailleurs sociaux qui sont en mesure de mener des ateliers. Ça, c'est quand même important parce que si vous vous formez mais que vous n'avez pas la possibilité de mener des ateliers dans les 6 mois ou 1 an à venir, en fait, le bénéfice de la formation sera perdu parce que voilà, il faut pratiquer assez rapidement. Très bien, merci. Je réponds simplement à Aurélie qui nous pose une question. Ce prix de 3,85 € est-il bien pour une personne? Je confirme, hein, Madame Darmon, vous confirmez aussi. Par jour. Pour une personne et par jour. Une question de Sabine. Y a-t-il au cours des ateliers un travail fait autour des consommations locales? Non, il n'y a pas d'activité particulière là-dessus. Évidemment, les animateurs, comme tout animateur en santé publique, vont être à même de pouvoir répondre à des questions. Et justement, comme on part des achats réels des personnes, on aura des exemples de lieux d'achat et de types de circuits d'approvisionnement très différents autour de la table. Et donc, s'il y a des consommations locales, des lieux d'approvisionnement de produits locaux qui sont intéressants, eh ben, très probablement que dans les ateliers, ça va ressortir et ce sera donné en exemple si certains participants les utilisent. Très bien. Une question supplémentaire d'Elie. La transférabilité a-t-elle impliqué des adaptations régionales dans le programme OptiCourse? Alors, des adaptations régionales, non, pas à ma connaissance. Ça va plutôt être des adaptations en fonction
des publics concernés et des lieux d'accueil des ateliers. Certains professionnels, par exemple, mènent déjà des ateliers sur la nutrition et ils vont intégrer dans leur propre pratique des éléments d'OptiCourse. Ça, c'est possible aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas absolument strictement nécessaire de mener l'ensemble des 4 ateliers. Les 4 ateliers sont constitués de différentes activités et nous savons, et ça fait partie aussi de la formation, de montrer quels sont les liens des activités les unes par rapport aux autres et quelle est celle qu'il faut avoir menée avant l'autre pour pouvoir communiquer sur les résultats les plus importants et attendre l'impact le plus important. Donc, on peut extraire finalement certains groupes d'activités et pas nécessairement faire l'ensemble. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. N'hésitez pas, pour la personne qui a posé cette question, s'il manque des éléments, n'hésitez pas à les remettre par écrit. On a une question de Delphine dans l'Hérault. Y a-t-il une évaluation à long terme qui permet d'observer un maintien des modifications des comportements en matière d'achat alimentaire dans le temps? Est-ce qu'on continue d'observer ça dans le temps ensuite? Alors malheureusement non, parce que en fait, vous le savez sans doute comme moi, c'est très difficile d'avoir la fidélité des populations défavorisées à toutes les actions de prévention, quelles qu'elles soient. Déjà, de pouvoir les garder pendant 4-5 séances, puisque dans le cadre de la recherche interventionnelle, on les faisait revenir 1 mois après la dernière séance. On a eu des pertes et donc d'envisager de les retrouver ne serait-ce que 3 ou 6 mois après, c'est très compliqué. Ceci dit, dans le cadre du soutien qui est donné par la RSPACA au CRESPACA pour le projet OptiCourse, il est prévu de demander aux personnes qui ont été formées dans le cadre de ce programme, qui ont été formées à OptiCourse, d'essayer d'organiser à distance des ateliers, des réunions de type focus group pour faire revenir les gens 3 mois après, par exemple en leur proposant un atelier cuisine ou un repas convivial et les faire s'exprimer sur ce qu'elles ont retenu, ce qu'elles trouvent intéressant, ce qui était trop compliqué pour eux, etc. Donc ça, on va avoir des éléments l'an prochain sur les ateliers, enfin ces ateliers entre guillemets supplémentaires qui ont pu être menés. Mais, parce que vous êtes en train de les mener à ce jour, c'est ça? Qui sont en train d'être menés, oui. D'accord. Ok, très bien. Une dernière question de Gaëtan. Finalement, est-ce qu'on peut contacter des intervenants, des animateurs OptiCourse et faire appel à eux par le biais d'une plateforme, par le biais d'un annuaire, etc. Oui, alors en fait, il existe une communauté OptiCourse. Donc, quand vous suivez une formation OptiCourse, vous êtes de facto partie prenante de cette communauté. Vous recevez des informations, vous pouvez en partager, vous pouvez créer des groupes de discussion, voire des groupes de travail. Donc, tout à fait, ça c'est un aspect très important de la vie du programme. Donc là, vous évoquez cette communauté peut-être d'animateurs entre eux. Est-ce que cette communauté… des gens formés entre eux. Voilà. Mais est-ce que, par exemple, si je suis chef de service d'un CHRS, par exemple, que je veux faire appel à OptiCourse sans former mes équipes au préalable, est-ce que je peux faire appel à un animateur? Ah, ben oui, bien sûr. Il faut contacter l'équipe OptiCourse et préciser le lieu dans lequel vous vous trouvez. Et à ce moment-là, on vous donnera des noms de gens qui ont été formés dans votre secteur. Tout à fait. Très bien. D'accord. Donc, le lien, c'est le site OptiCourse. On se rend sur le contact générique. Voilà, nous contacter, oui.
Très bien. On va mettre le lien dans le fil de discussion. Je crois qu'on arrive à la fin. Je vérifie qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Visiblement, et ma collègue confirme. Moi, j'aurais une petite question à titre personnel. Est-ce que ces ateliers ont déjà été testés avec un public un peu différent, notamment, je pense par exemple aux jeunes adultes en situation de handicap ou des jeunes majeurs non accompagnés. Voilà. Auprès de qui on aurait besoin finalement d'apporter ces éléments concernant la qualité nutritionnelle, etc., qui pourraient s'adapter à un autre type de public. Oui, alors en fait, dans la phase de transférabilité, ces ateliers ont été menés avec différents types de publics. Donc, en général, les ateliers sont menés dans des centres sociaux avec plutôt des femmes habitant des quartiers populaires. Mais il y a eu aussi des ateliers menés dans des foyers de travailleurs. Il y a eu aussi des ateliers menés auprès d'étudiants en difficulté, des ateliers menés dans des épiceries sociales, donc dans le cadre de l'aide alimentaire. Je dois en oublier certainement. Pour les personnes handicapées, je ne pense pas. Je ne suis pas complètement sûre à 100%, parce que pour dire, évidemment, ce n'est pas moi qui mène les ateliers, et même pour les formations, j'interviens quand c'est possible pour la partie théorique, mais qui ressemble un peu à ce que je vous ai montré ce matin. Et sinon, ce sont les deux autres personnes de l'équipe OptiCourse, Christophe Dubois et Ingeji. Nous avons tous les trois contribué à la création et à la vie de ce programme OptiCourse, et ce sont plutôt eux qui mènent les ateliers et qui sont peut-être plus à même que moi pour répondre à ces questions assez pratico-pratiques. Donc, de la même manière, j'imagine qu'on peut leur envoyer un mail sur le contact générique. Sur le site OptiCourse, vous pouvez écrire, bien sûr, vous pouvez nous écrire et on répondra à toutes vos questions. Fantastique. Je vous remercie, Madame Darmon. Merci à toutes et tous d'avoir participé à cette, on espère, dernière matinale en visioconférence. On croise les doigts pour que le contexte sanitaire s'améliore, bien évidemment. Je vous le rappelle juste, vous retrouverez l'ensemble des références qui vous ont été envoyées sur la page DRAPS. Vous retrouverez l'enregistrement ainsi que le support PowerPoint qui sera disponible. Voilà, je pense qu'on a effectivement répondu à toutes les questions. Je vois les messages de remerciement. Un grand merci donc à Madame Darmon pour cette matinale qui était très claire, très éclairante. Et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, je vous le rappelle, sur la dernière session d'animateurs d'atelier OptiCourse, les 17, 18, 19 novembre, à la Maison de la Prévention à Narbonne. Merci et je vous dis à très bientôt. Merci à tous. Merci, très bonne journée à toutes et tous.